Le président américain Joe Biden a récemment déclaré qu'il y a l'émergence d'un nouvel ordre mondial que l'Occident se doit de dominer. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Et ce même terme de nouvel ordre mondial a été évoqué par plusieurs personnalités importantes du monde de la finance, dont notamment le patron de BlackRock, qui également parlait de la fin de la mondialisation et le début d'une nouvelle guerre froide. Dans cette vidéo, nous allons expliquer en quoi le conflit ukrainien est en train de complètement redessiner les cartes géopolitiques mondiales, quel impact cela va avoir sur l'économie à court moyen terme et surtout quelles seront les conséquences à long terme sur la bourse, les marchés financiers et le monde en général. Dans cette vidéo, nous allons parler du nouvel ordre mondial qui se met en place. Alors avant d'évoquer le monde d'après et le nouveau monde qui se décide, il faut quand même parler de l'ancien monde, ou du moins le monde de maintenant qui est en train de changer, afin de comprendre la situation dans laquelle on se trouve et surtout la situation vers laquelle on va évoluer. Depuis la chute de l'URSS en 1991, on assiste quand même à un monde qui est unipolaire et qui est dominé par les États-Unis d'Amérique. Ce monde est dominé militairement, culturellement, économiquement et même monétairement par les États-Unis d'Amérique qui imposent plus ou moins leurs lois. D'ailleurs, à la chute du mur de Berlin, l'historien japonais Francis Fukuyama parlait carrément de la fin de l'histoire. Selon lui, il prédisait le triomphe de la démocratie libérale à l'échelle de la planète et il se peut que ce ne soit pas juste la fin de la guerre froide, mais la fin de l'histoire en tant que telle, le point final de l'évolution idéologique de l'humanité. Alors beaucoup de gens partageaient cette vision que le triomphe du monde libre sur le monde communiste et dictatorial était total, mais ce n'était pas le point de vue de tout le monde. En 1996, un autre politologue, américain cette fois, qui s'appelle Samuel Huntington, a théorisé le clash des civilisations. Et selon cette théorie, il disait qu'il y aurait des conflits dans le monde, mais que cette fois-ci les conflits ne seraient pas d'ordre idéologique, mais plutôt d'ordre religieux, culturel et ethnique, et que c'était les religions et les appartenances communautaires qui seraient les sources des conflits au cours des décennies à venir. Sa théorie a été pendant longtemps critiquée, elle est critiquable à bien des égards, mais en 2001, le monde occidental fut frappé en plein fouet puisqu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. En fin de soirée, un troisième building, voisin des Twin Towers, s'effondre à son tour sous le contre-coup. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma. C'est à ce moment-là que l'Occident réalise que ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire et que d'autres mondes existent, d'autres visions du monde existent et que finalement la démocratie libérale n'est pas forcément la finalité de l'histoire. Alors malgré cela, les États-Unis ont quand même essayé d'imposer leur vision du monde. On a vu à travers de diverses opérations militaires en Afghanistan, en Irak, en Somalie, en Libye, en Syrie, au Soudan, etc. L'Occident a essayé d'imposer sa loi et de montrer qu'il pouvait exporter les droits de l'homme et la démocratie. The name of today's military operation is Enduring Freedom. We defend not only our precious freedoms, but also the freedom of people everywhere to live and raise their children free from fear. Ces guerres ne se sont pas forcément passées comme prévu, on l'a vu avec le retrait récent d'Afghanistan qui était une catastrophe totale, la guerre en Irak également qui a laissé le pays complètement dévasté. Ces deux guerres ont coûté plus de 2500 000 milliards de dollars américains et finalement n'ont pas vraiment été gagnés puisqu'aujourd'hui l'Irak et l'Afghanistan, on ne peut pas dire que ce soient des sociétés démocratiques, ce ne sont pas des démocraties libérales comme on a en Europe ou aux États-Unis. Et on ne va même pas parler des morts civiles qu'il y a eu au cours de ces guerres, notamment par exemple les 500 000 enfants morts en Irak. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. On ne va même pas parler
des centaines de milliers de morts que ces guerres ont causées, et on ne parlera pas également de l'image écorchée des États-Unis, bien qu'on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. U.S. President George Bush got an unexpected surprise during his unannounced visit to Baghdad. An Iraqi journalist threw his shoes at Bush, shouting, "Here is your goodbye kiss, dog." Alors le fait que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à imposer leur vision du monde et n'arrivent pas à gagner militairement ces combats dans lesquels ils se sont engagés prouve qu'on n'est pas vraiment à la fin de l'histoire et que d'ailleurs la vision unipolaire du monde et que la suprématie totale des Américains sur l'ordre mondial n'est pas totale et que d'autres puissances émergent et cherchent à contester la domination américaine. Il est difficile d'identifier avec précision le point de rupture qu'il y a eu entre l'ancien monde et le nouveau monde, mais la récente présidence de Donald Trump est peut-être un des signes qui a marqué le début de cette fracture. Sa politique de l'Amérique d'abord et d'une non-intervention à l'étranger a peut-être marqué un tournant dans l'histoire finalement des États-Unis. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Un États-Unis qui peut-être avouait son impuissance et ses limites quant au fait d'être le gendarme du monde et qui finalement cherchait à se replier sur lui-même parce qu'il y avait quand même des problèmes domestiques à régler avant d'aller chercher à régler les problèmes du monde entier. Sa politique allait d'ailleurs à l'encontre des politiques des présidents qui l'ont précédé, ces présidents-là qui eux favorisaient un interventionnisme massif, qui favorisaient également la délocalisation dans les pays étrangers au nom du profit à tout va, de la mondialisation extrême, et donc la présidence de Trump montre quand même le début d'un retour à certains nationalismes, à des velléités nationalistes de certains pays, et on peut voir que dans beaucoup de pays du monde, cette vision est également partagée. On voit par exemple Jair Bolsonaro au Brésil, des Duterte aux Philippines, le président Xi Jinping en Chine, la Russie de Vladimir Poutine. Tous ces pays-là ont des visions nationalistes très fortes et ne cherchent pas forcément à ouvrir leur économie à 100%, ils cherchent plutôt à défendre leurs intérêts d'abord, et on remarque déjà qu'il y a un point de rupture avec la vision du mondialisme à tout va qui dominait au cours des 20 années précédentes. La guerre commerciale qui avait été lancée par Trump contre la Chine est également un autre moment fort de cet effritement de l'ordre mondial, puisqu'avant on sait très bien que les États-Unis et la Chine ont des relations privilégiées lorsqu'il en vient au commerce. Les Américains délocalisent leur production en Chine, ce qui permet de produire à bas coût, ce qui permet donc de faire monter l'économie chinoise, et en échange, l'argent qui est versé en Chine sert à acheter des obligations du Trésor américain. Donc la Chine a énormément de réserves de bons du Trésor américain, ce qui évidemment leur génère des revenus, et ce qui veut dire que les deux pays se tiennent un petit peu parce qu'ils ont une dépendance très forte les unes envers les autres. Donc cette guerre économique était déjà un signe fort que l'ordre mondial était en train de changer. La présidence de Trump n'a pas duré très longtemps, et d'ailleurs c'est la crise du Covid qui est venue accentuer encore plus cette fracture qui commençait à se dessiner. D'un côté, les dirigeants européens et occidentaux ont critiqué la gestion du Covid en Chine en disant qu'il s'est passé beaucoup de choses que finalement on ne saura jamais, on ne connaîtra pas la vérité. D'ailleurs, même encore au jour d'aujourd'hui, le gouvernement chinois mène une guerre très stricte contre le Covid, la politique du Covid-0. Depuis une semaine, les habitants de la plus grande ville du pays sont obligés de rester chez eux. Mais Shanghai entend aller encore plus loin. Face à la flambée des cas, les autorités ont également inauguré ce centre d'isolement d'une capacité de 40 000 lits. Toutes les personnes testées positives, même asymptomatiques, doivent y séjourner. Pour mener à bien le projet, des milliers de professionnels de santé venus d'autres régions de Chine ont été acheminés sur place. On s'est également rendu compte que beaucoup de pays occidentaux dépendaient trop fortement peut-être de la Chine. On sait que par exemple aux États-Unis, 70% des ingrédients qui sont utilisés pour faire des produits pharmaceutiques viennent de Chine. Donc il y a des gros problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, et donc le concept de mondialisation était remis en cause à ce moment-là, puisque les économies sont tellement dépendantes les unes des autres qu'une rupture de la chaîne d'approvisionnement vient tout chambouler et créer des pénuries graves dans les économies des uns et des autres.
Salut Amy, salut à tous. Aujourd'hui, on fait un point sur les courses et le remplissage des placards de cuisine puisque l'info un peu alarmante d'hier, c'était ça. Il y a un risque de pénurie alimentaire sur le marché mondial, avertissent l'ONU et l'OMC. Pour les deux agences internationales, il est important de maintenir les chaînes d'approvisionnement. Même le président Joe Biden, qui avait critiqué la guerre économique de Trump contre la Chine à l'époque où il n'était pas encore président, a récemment déclaré que les États-Unis doivent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Il est donc évident que l'ordre mondial, qui avait été établi en 1991, est fortement chamboulé aujourd'hui. Mais la question, c'est donc à quoi va ressembler le nouvel ordre mondial qui émerge. C'est la crise en Ukraine qui a complètement exacerbé les tensions qui existaient déjà. Alors le conflit n'a pas brisé l'ordre mondial à proprement parler, il a simplement fait éclater au grand jour beaucoup de tensions qui existaient déjà. D'un côté, on a les États-Unis et les Occidentaux qui infligent des sanctions très graves à la Russie, qui essayent carrément de couper tous les liens économiques, monétaires qui existent entre ces deux pays, même les liens sportifs. On voit que la Russie a été bannie de beaucoup de compétitions internationales. On voit qu'il y a une rupture totale entre le monde occidental et la Russie. D'ailleurs, au début de la guerre, lorsque les premières sanctions commençaient à tomber, on entendait des appels sévères de punir la Russie afin que son propre peuple se soulève contre le dirigeant Poutine. Donc on entendait dire que la Russie est au banc du commerce international, que c'était le pays le plus sanctionné au monde et que son économie allait carrément s'effondrer. D'ailleurs, le président Joe Biden a déclaré lorsque les premières sanctions commençaient à tomber que les sanctions qu'ils ont infligées vont complètement faire effondrer le système économique de la Russie. Alors pour faire d'une pierre d'un coup, les pays de l'OTAN, donc les États-Unis et l'Europe, ont essayé de rameuter beaucoup de pays émergents et de faire ceux-ci se joindre à leur cause. En Europe, cela semble fonctionner puisque beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, de la Scandinavie, veulent rejoindre l'OTAN. On voit que la Finlande, la Suède et d'autres pays qui sont frontaliers avec la Russie cherchent à se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN parce qu'eux, ils craignent une invasion russe et donc ils veulent se rapprocher de l'OTAN. Donc on peut voir que le bloc OTAN-Amérique a tendance à se rapprocher et à se renforcer. Par contre, on remarque que tous les pays émergents qui ont été sollicités par l'Occident ne se rallient pas forcément à sa cause. On remarque que l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie sont beaucoup moins enclins à sanctionner la Russie que le sont les Occidentaux. Si on regarde par exemple une cartographie des sanctions mondiales, on voit que les pays qui sanctionnent sévèrement la Russie sont quand même limités à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et que dans beaucoup des autres régions du monde, ces pays-là ne participent pas aux sanctions qui sont infligées à la Russie. D'ailleurs, de nombreux pays continuent d'entretenir des relations commerciales et diplomatiques avec la Russie. Par exemple, en Inde, la Russie reste le premier fournisseur d'armes à l'Inde. D'ailleurs, l'Inde et la Russie ont des relations diplomatiques qui remontent à très loin, puisqu'à l'époque de l'URSS a toujours, et d'ailleurs depuis la Russie aussi, la Russie a toujours soutenu l'Inde dans son conflit contre le Pakistan, alors qu'au contraire, les États-Unis ont armé le Pakistan. Le Pakistan est un allié fort et historique des États-Unis. Le Pakistan a d'ailleurs l'arme nucléaire, et on sait qu'il y a des conflits frontaliers entre l'Inde et le Pakistan. Lorsque les Britanniques quittent leur colonie indienne en 1947, deux pays se forment, l'Inde et le Pakistan. Et la répartition des territoires entre les deux pays se fait selon un critère confessionnel. De façon automatique, les régions à majorité hindoue rejoignent l'Inde, celles qui sont à majorité musulmane rejoignent le Pakistan, que ce soit le Pakistan occidental ou bien le Pakistan oriental. Afin de le résoudre, cette stratégie fait perdurer le conflit avec des poussées de fièvre d'autant plus inquiétantes que depuis 1998, les deux pays sont dotés de l'arme atomique. Et donc l'Inde a des bonnes relations avec la Russie. De ce fait-là, beaucoup de dirigeants indiens estiment que la Russie est un allié historique de l'Inde. Et d'ailleurs, l'Inde ne se gêne pas pour acheter le pétrole russe à des prix bradés, puisque cela est dans leur intérêt national d'acheter des ressources à bon prix, là où ils ont le meilleur prix sur les marchés mondiaux. En Afrique du Sud également, des hommes politiques avaient au début critiqué un peu l'intervention russe en Ukraine, mais ils se sont depuis ravisés parce qu'ils ont également des liens très proches avec la Russie. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, le gouvernement sud-africain joue les équilibristes politiques, soucieux de rester aussi neutre que possible. Mais la corde qui le soutenait s'est rompue lorsque la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a fait cette déclaration choc la semaine dernière. L'Afrique du Sud appelle la Russie à immédiatement retirer ses troupes d'Ukraine. Une déclaration bien éloignée de la ligne officielle et qui fait beaucoup parler dans la presse sud-africaine.
Le président Cyril Ramaphosa serait mécontent selon le journal sud-africain le Sunday Times. Et on s'interroge sur la position du parti. Les liens avec la Russie, membre des BRICS comme l'Afrique du Sud, remontent loin. Avant même l'apartheid, l'URSS soutenait l'ANC. En Afrique en général, beaucoup de pays africains maintiennent des bonnes relations avec la Russie parce que la Russie fournit des armes à beaucoup de pays africains dans leurs divers conflits. C'est pourquoi beaucoup de dirigeants africains n'ont pas envie de rompre les ruptures diplomatiques avec la Russie. La guerre en Europe, deuxième jour de l'offensive en Ukraine. Kiev bombardé ce matin par les forces russes. La communauté internationale, les Occidentaux condamnent naturellement, mais sur le continent africain, très peu de réactions pour le moment. Le Brésil également reste proche de la Russie puisque le Brésil a besoin des fertilisants russes pour faire tourner son agriculture qui est une industrie majeure au Brésil. Donc le Brésil entretient toujours des bonnes relations avec la Russie. Alors même dans l'Union européenne, il y a des scissions un peu entre les pays parce que beaucoup de pays européens dépendent fortement des importations de gaz russe, comme on le sait tous. La Commission européenne, dans un premier temps, avait autorisé les pays européens à acheter le gaz russe en roubles. Or, maintenant, la Commission européenne cherche à bannir toute importation de gaz russe, mais va dispenser certaines exceptions à des pays comme la Hongrie qui refusent de complètement couper les vannes parce qu'ils en dépendent fortement. Toujours pas de fumée blanche à Bruxelles pour un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Hongrie bloque toujours la proposition d'un embargo sur le pétrole russe. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne sont pas parvenus à surmonter les réticences hongroises. Budapest demande des moyens supplémentaires pour garantir la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. Donc, même à l'intérieur de l'Union européenne, il y a encore des tensions parce que tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une position unanime vis-à-vis des sanctions contre la Russie, pour l'instant du moins. Cela peut-être changera à l'avenir. Alors, mais au-delà de ces arguments économiques, militaires et simplement diplomatiques, le problème fondamental qui explique pourquoi beaucoup de pays ne s'allient pas automatiquement avec l'Occident contre la Russie, c'est que l'Occident a brûlé beaucoup de ponts dans beaucoup de pays émergents à cause de sa politique étrangère, militaire, au cours des 20 dernières années, qui finalement était assez désastreuse, non seulement d'un point de vue humain et du bilan humain, mais également pour son image à l'international. Alors déjà les guerres aux motifs discutables ont complètement aliéné le Moyen-Orient, puisque les déstabilisations de ces régions ont quand même eu pour conséquence que beaucoup de pays ne font plus confiance finalement à ce que disent les États-Unis ou l'Europe. The US also needs to pay more attention to its ties with Saudi Arabia. The relationship is on the rocks. Crown Prince Mohammed bin Salman is sending a clear message. He's unhappy with the Biden administration. He has given an interview. He was asked about US President Joe Biden, whether he misunderstands MBS. Here's what Mohammed bin Salman told the reporter, and allow me to quote what he said. Simply, I do not care. We do not have the right to lecture you in America. The same goes the other way. What is this about? Parce que d'une part, on vante la vision des droits de l'homme et de la démocratie, mais de l'autre, on va aller faire des interventions militaires aux motifs qui sont parfois discutables, pour des raisons qui ne sont pas forcément celles annoncées. Donc cela a pour conséquence de brûler les ponts avec des pays qui, justement, avant nous regardaient comme modèle d'inspiration. De l'autre côté, l'Europe a un passif très lourd avec l'Afrique à cause de toute la colonisation et des dominations européennes qu'il y a eu en Afrique. Donc beaucoup de pays d'Afrique cherchent à s'émanciper de cette domination et donc logiquement ils se tournent vers l'Est, donc vers la Russie, vers la Chine pour établir de nouvelles relations, finalement faire table rase du passé et avoir de nouveaux partenaires stratégiques qui ne vont pas chercher à imposer leur vision culturelle ou idéologique du monde. Ils sont simplement là pour faire du business et pour beaucoup de dirigeants africains c'est une approche qui est rafraîchissante et surtout qui leur permet d'avoir un nouveau départ. Le FOCAC a 20 ans et c'est une édition un peu particulière qui se tient cette année. Contrairement aux éditions précédentes, ce n'est pas un sommet de chefs d'État mais une conférence ministérielle. Un changement de statut qui témoigne pour certains observateurs d'une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et l'Afrique, une ère marquée pour certains par la fin des illusions après 2 décennies d'expansion chinoise. La Chine a en effet beaucoup investi en Afrique, notamment dans les infrastructures et l'exploitation des matières premières. La valeur des échanges commerciaux a été multipliée par 20 entre 2002 et 2020, ce qui a permis à la Chine de devenir le premier partenaire commercial des pays africains, mais aussi le premier créancier. En Amérique latine, on peut voir que beaucoup de pays en ont marre d'être considérés comme le précaré des Américains. Historiquement, les États-Unis ont toujours
vu l'Amérique latine un peu comme leur jardin, c'est-à-dire leur espace qui leur appartenait, et donc il fallait surtout pas que les autres puissances aillent ingérer dans les affaires des pays d'Amérique latine. Toute tentative de colonisation ou d'intervention par un pays européen en Amérique du Nord ou du Sud serait vue comme un acte d'agression. En échange, les Américains ne se mêleraient pas des affaires des Européens sur le vieux continent ou dans leurs colonies. Au plan international, les Américains défendaient alors surtout la liberté de circulation sur les mers et océans afin de pouvoir imposer leur puissance économique et commerciale dans le monde. Donc les États-Unis ont déjà fait beaucoup de coups d'État en Amérique latine. Ils ont installé des dictateurs qui leur étaient favorables afin de défendre leurs intérêts économiques et diplomatiques. Donc l'Amérique latine aussi cherche à s'émanciper de cette domination. Des archives, à l'origine classées top secret. Ce musée de Santiago a réuni des documents déclassifiés de la CIA à l'époque du coup d'État du 11 septembre 1973. Ce jour-là, les forces armées menées par le général Augusto Pinochet renversent le gouvernement du président démocratiquement élu Salvador Allende. Commencent alors 17 années de dictature militaire au Chili. Et donc, je l'ai déjà dit, mais à votre avis, quels sont les pays qui vont profiter de cette image dégradée de l'Occident dans les pays émergents? Mais bien évidemment, c'est la Chine et la Russie. Pendant que l'Europe et les États-Unis s'amusaient à jouer les gendarmes du monde au cours des 20 dernières années, la Chine s'est focalisée sur son développement économique et les résultats ont été spectaculaires. En quelques décennies seulement, la Chine est devenue une superpuissance mondiale et d'ailleurs qui est en train de vraiment chambouler les cartes géopolitiques, économiques et militaires du monde entier. Et finalement, c'est peut-être la Chine qui va devenir la superpuissance du 21e siècle. Quant à la Chine, elle veut retrouver à tout prix le chemin de la croissance. Plus qu'un objectif, c'est un ordre du président Xi Jinping. Xi Jinping qui veut que la croissance de son pays dépasse celle des États-Unis. Date butoir, le 20e congrès du Parti communiste qui se tiendra à l'automne prochain à Pékin. Sébastien Lebelzik. La Chine se lance dans une véritable course à la croissance avec pour objectif de dépasser les États-Unis. On ne va pas refaire tout l'historique du développement chinois, mais disons simplement que c'est à la fin des années 70 que le leader chinois Deng Xiaoping avait décidé d'ouvrir l'économie chinoise et ils avaient donc des planifications à très long terme et donc ils ont réussi en très peu de temps à devenir une économie très développée. Même si la Chine au jour d'aujourd'hui est encore considérée comme un pays en développement, ils ont une vision à long terme et le président Xi Jinping avait d'ailleurs récemment rappelé que leur objectif de devenir un pays plus ou moins développé d'ici 2020 a été atteint, mais que leur vision, c'est d'être, d'ici 2049, c'est d'être un pays entièrement développé. Et toutes les actions de l'État chinois tendent vers cet objectif final de devenir un pays développé à l'horizon 2049. Nulle part dans le monde, un parti politique aura tenu aussi longtemps à la tête d'un État. Direction pour débuter donc la Chine, où le Parti communiste fête ses 100 ans. Pour le président Xi Jinping, c'est bien sûr l'occasion rêvée de vanter à nouveau le modèle unique de son pays. Mettant en garde contre toute pression étrangère, le président chinois a salué, je cite, le nouveau monde créé, selon lui, par son peuple. Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous égards. S'ils arrivent à suivre la même trajectoire qu'ils ont suivi jusqu'à maintenant, c'est un objectif qu'ils vont certainement accomplir. Alors, il faut quand même préciser que le modèle chinois est bien différent du modèle américain, ça tout le monde le sait, ce qui prouve encore une fois que la fin de l'histoire n'est pas un concept réel, puisque la Chine allie capitalisme et dirigisme étatique, donc c'est pas une démocratie, c'est vraiment un pays autoritaire, mais qui incorpore une part de capitalisme. Un livre blanc récemment publié par le Conseil des affaires d'État de Chine décrit la démocratie comme une valeur commune de l'humanité qui évolue constamment et prend diverses formes. Ce livre blanc réfute ceux qu'il désigne comme des juges autoproclamés qui font de la démocratie leur prérogative. Le soi-disant concept d'une démocratie du monde est un pseudo-concept concocté par quelques pays. Qu'un pays soit démocratique ou non devrait être décidé par la volonté du peuple de ce pays. Et donc on a encore une fois les visions du monde entre l'Occident et les pays émergents qui émergent, parce que beaucoup de pays émergents
ne sont pas à proprement parler des grandes démocraties. Certes, on dit par exemple que l'Inde c'est une grande démocratie, mais le président actuel Modi est quelqu'un d'assez autoritaire. 900 millions d'électeurs, 1 million de bureaux de vote, une élection considérée comme la plus importante jamais organisée dans l'histoire. Au terme d'un marathon électoral qui a duré 6 semaines, les Indiens ont reporté au pouvoir Narendra Modi. C'est une victoire écrasante pour Modi et son parti nationaliste Bharatiya Janata, au pouvoir depuis 5 ans. L'homme fort de l'Inde dispose dorénavant d'une majorité confortable, renforcée par des gains des partis alliés. Plusieurs analystes s'entendent pour dire que son discours nationaliste, qui insiste sur la place que l'Inde devrait occuper sur la scène internationale, et ses positions fermes à l'égard du voisin pakistanais ou encore chinois, ont trouvé un écho favorable dans toutes les couches de la population. La sécurité du pays était aussi un thème central de cette élection. Narendra Modi a su convaincre ses concitoyens qu'il saura les protéger contre la menace extérieure. Ses voisins se demandent aujourd'hui si cette victoire écrasante l'incitera à montrer les muscles. Pareil au Brésil, on a des dirigeants forts. Il y a quelques jours à peine, le président brésilien rencontrait la veuve d'un militaire, figure emblématique de la dictature. Devant les journalistes, il a rendu hommage au colonel Ustra. Un héros national qui a évité que le pays tombe dans ce que la gauche voudrait aujourd'hui. Jair Bolsonaro rend hommage à un colonel tortionnaire et met en doute la responsabilité de la dictature, là où elle a été établie. En Russie, des dirigeants forts, dans beaucoup de pays asiatiques, des dirigeants forts, et donc on est vraiment en rupture avec cette idée que la démocratie allait s'étendre dans le monde entier. On est plutôt dans un retour du dirigisme, de l'autoritarisme et d'un capitalisme qui est quand même chapeauté par des dirigeants qui ont une vision stratégique à très long terme. Et donc à quel moment la Chine deviendra-t-elle la première puissance mondiale? Certains disent jamais, que les États-Unis garderont toujours la main haute. Certains pensent que d'ici 2032, la Chine deviendra la première puissance mondiale. Mais ce qui est certain, peu importe ce que les analystes pensent, ce qui est certain, c'est que d'ici 2030, l'Asie deviendra le pôle de la croissance économique mondiale. Le Forum économique mondial, par exemple, dit qu'en 2030, l'Asie pèsera pour 60% du PIB mondial. Donc il ne fait aucun doute que l'Asie représente le futur de l'économie mondiale. Et il n'est pas surprenant que beaucoup de pays se tournent vers l'Asie pour développer leurs relations commerciales, politiques, diplomatiques, voire monétaires. Alors encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails des relations commerciales qu'entretient la Chine avec toutes les différentes régions du monde, mais vous n'êtes pas sans douter que ces relations sont extrêmement développées. L'Union européenne annonce que la Chine est devenue son principal partenaire commercial, devançant les États-Unis. Les importations et les exportations entre la Chine et le bloc des 27 nations ont augmenté l'année dernière malgré la pandémie. Les importations de l'Union européenne en provenance de Chine ont augmenté de plus de 5%, tandis que les exportations ont augmenté de plus de 2%. Les exportations des États-Unis vers la Chine ont augmenté de près de 17% en 2020, totalisant plus de 124 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 2017. L'ancien président Trump en était à sa première année au pouvoir lorsque les exportations ont atteint un total record de plus de 130 milliards de dollars. Mais cela, c'était bien sûr l'année avant la guerre commerciale. Que dans beaucoup de régions, la Chine devient le partenaire stratégique numéro 1 qui a remplacé l'Europe et les États-Unis dans beaucoup d'endroits. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 12 ans. Le volume du commerce bilatéral a dépassé les 200 milliards de dollars américains en 2019, soit 20 fois plus qu'au début du siècle. Les investissements directs chinois en Afrique ont atteint près de 3 milliards de dollars américains l'année dernière. Environ 70% de ce montant était dans le secteur privé. Les responsables affirment que la plupart des employés des entreprises chinoises opérant en Afrique sont des locaux et pendant ce temps, 46 pays africains ont rejoint l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1990, les liens économiques entre la Chine et l'Arabie saoudite ont connu un essor sans précédent. L'Arabie saoudite est le premier partenaire commercial de la Chine parmi les pays arabes et son principal fournisseur de pétrole brut. De janvier à novembre 2015, le commerce bilatéral s'est élevé à plus de 47 milliards de dollars et 15% des importations de pétrole de la Chine, soit plus de 46 millions de tonnes,
sont venus du royaume des Saouds. La Chine est devenue un fervent partisan, bâtisseur et contributeur de l'ordre international actuel. Nous avons établi des relations diplomatiques avec tous les pays du Moyen-Orient. Nos relations avec 13 pays du Moyen-Orient ont été élevées au rang de partenariat stratégique. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial et un investisseur majeur dans les pays du Moyen-Orient. Pour l'avenir, les relations et la coopération de la Chine avec les pays du Moyen-Orient accueilleront certainement plus de croissance. Et cette tendance va certainement s'accentuer au fil des années à venir, ou du moins, ce qui serait intéressant d'analyser, c'est que l'ordre mondial qui est en train de se refaçonner suite à cette crise ukrainienne, on va voir que beaucoup de pays seront amenés à choisir entre des relations privilégiées avec la Chine et la Russie d'une part, ou des relations proches avec l'Europe et les États-Unis d'autre part. Certains pays vont peut-être essayer de jouer sur les deux tableaux. L'Inde en ce moment est en train un peu de faire ça parce que certes ils sont très proches des Chinois, parce que bon, ils sont voisins, mais ils ont également leur propre conflit avec la Chine. Depuis une dizaine d'années, la frontière entre la Chine et l'Inde est source de tensions entre les deux pays. Jusqu'à présent, les affrontements entre ces deux puissances nucléaires restaient rarissimes. Mais pour la première fois depuis 45 ans, la situation a donné lieu à une explosion de violence. Dans la nuit de lundi à mardi, des militaires des deux pays se sont affrontés au corps à corps dans la vallée montagneuse de la rivière de Galwan, située à 4000 mètres d'altitude au nord de l'Inde. L'affrontement a fait au moins 20 morts côté indien et le bilan reste inconnu côté chinois. L'Inde et la Chine ont en effet plusieurs litiges territoriaux de longue date. Pékin et New Delhi ne s'accordent pas sur la longueur de leurs frontières communes, chacun ayant des revendications territoriales différentes. Donc, ils essayent de garder des bonnes relations avec les pays occidentaux, et beaucoup de pays vont se retrouver dans cette situation, et ensuite, il reste à voir si les pays occidentaux auront assez de puissance pour forcer ces pays-là à choisir entre l'une ou l'autre des superpuissances. Et donc, dans tout ça, comme on a fait référence, c'est que la suprématie américaine et occidentale est menacée, clairement. Et puis regardez à présent cette déclaration choc de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Selon lui, l'opération militaire de la Russie en Ukraine contribue, je cite, à la libération du joug néocolonial de l'Occident. Déclaration faite à une agence de presse chinoise. Et Lavrov, très offensif donc dans ses propos envers les Occidentaux. Oui, on peut dire qu'il a tapé très fort et qu'il a cherché par là à frapper surtout les esprits de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, du monde arabe et de l'Asie. Le président Joe Biden a dit que l'Occident doit dominer le nouvel ordre mondial, mais on va se demander, est-ce que vraiment ce sera réaliste au vu des faits qui sont en train de se dérouler? C'est pas forcément sûr, on voit au contraire qu'il y aura peut-être l'émergence d'une nouvelle guerre froide. Lavrov veut, en recourant à une rhétorique des années 70 quand même, c'est la rhétorique, la vieille rhétorique, un peu démagogique, il faut dire, des années 70, anti-impérialiste pour la libération des peuples opprimés, colonisés par la France, l'Angleterre, bref, par les ex-empires coloniaux. Et il le fait d'autant plus que dans ces pays-là, même les amis des États-Unis, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël, n'imposent pas les sanctions contre la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce registre messianique rejoint un registre symétrique chez les Américains. Rappelez-vous, au début, ils disaient « nous sommes en Ukraine pour aider le peuple ukrainien à se libérer ». Maintenant, ils disent « nous voulons que cette guerre affaiblisse définitivement la Russie ». Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un conflit de longue durée par-dessus la tête des Ukrainiens et des Européens, et ça s'appelle une nouvelle guerre froide. Déjà, d'une part, ce qui risque d'accentuer la fracture, c'est le fait que le dollar américain est ce qu'on appelle weaponized et que le dollar américain devient une arme. On sait tous que le dollar américain, c'est la monnaie de réserve mondiale. Cela veut dire que beaucoup de pays du monde, ou pratiquement tous les pays du monde, sont plus ou moins obligés d'avoir d'importantes réserves en dollars américains pour effectuer du commerce international, pour acheter des matières premières, pour effectuer des transactions entre les différents pays. C'est le dollar américain qui est majoritairement utilisé. Donc beaucoup d'institutions financières et de banques centrales détiennent énormément de dollars dans leurs réserves parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Mais la grande question qui va se poser, c'est comment vont réagir tous ces pays, toutes ces banques centrales, lorsqu'elles voient que le pays qui émet cette monnaie de réserve peut confisquer ses avoirs à tout moment. Et c'est ça qui est un fait troublant de la crise en Ukraine, c'est que les États-Unis ont saisi toutes les réserves de la Russie qui étaient détenues en dehors du pays. SWIFT,
Cet acronyme, désignant un réseau de messagerie interbancaire, a fait irruption dans la crise ukrainienne. La déconnexion des banques russes de SWIFT, c'est juste rendre très compliqué la vie de ces banques dans non seulement leurs échanges avec des banques européennes et américaines, mais également en interne. SWIFT est une société qui a des relations commerciales avec ses utilisateurs. Donc la décision de débrancher SWIFT, elle revient à SWIFT et elle ne revient qu'à SWIFT. Ça, c'est la réponse théorique. Par contre, en pratique, on l'a vu par exemple avec l'exemple iranien, SWIFT a subi des pressions diplomatiques, notamment des États-Unis. Donc, le SWIFT avait un choix assez simple à faire, soit se conformer à l'injonction américaine qui lui était faite, soit prendre le risque d'être sanctionné par les États-Unis. Le choix a été simple et SWIFT a décidé, et c'est eux qui ont décidé de débrancher les banques iraniennes, et c'est certainement ce mécanisme-là qui est à l'étude. Ce qui veut dire qu'un pays maintenant qui détient des dollars américains n'est pas propriétaire de ces dollars, et en réalité, peu de gens le savent, mais toute transaction qui est effectuée en dollars américains ou qui passe par des banques américaines est sujette à la loi américaine, même si les pays qui font les transactions n'ont rien à voir avec la législation américaine. Par exemple, suite aux sanctions contre l'Iran en 2019, les entreprises européennes qui voulaient faire du business avec l'Iran et qui payaient en dollars américains étaient sujettes aux lois américaines et donc susceptibles de recevoir des amendes parce qu'ils contravenaient aux sanctions que les États-Unis avaient émises contre l'Iran. Alors en quoi une entreprise française qui fait du business avec une entreprise iranienne devrait-elle être sujettie ou assujettie aux lois américaines? Cela bien évidemment n'a aucun sens et donc déjà la France et l'Iran avaient mis en place un système de paiement alternatif pour contourner ces sanctions. C'est une manière de contourner les sanctions américaines frappant l'Iran. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont mettre en place un mécanisme de troc avec Téhéran. Le but, permettre aux entreprises européennes de conclure des contrats avec l'Iran sans transactions financières, mais surtout sans utiliser le dollar. Une manière d'offrir des garanties commerciales à l'Iran en échange du respect de l'accord sur le nucléaire. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de pays dans le monde sont en train de faire. Ils créent des systèmes de paiement alternatifs pour échapper finalement à la législation américaine qui s'impose dès que des transactions en dollars sont effectuées. Et donc certains en arrivent même à dire qu'une monnaie de réserve mondiale n'a plus aucun sens aujourd'hui, puisque nous vivons dans une ère où il n'y a plus une seule superpuissance, mais il y a plusieurs superpuissances qui seront obligées de coexister et qui chacune vont établir des relations privilégiées avec différentes zones du monde. Déjà il y a 13 ans, la Banque centrale chinoise appelait à la création d'un système monétaire multimonétaire mondial, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs monnaies de réserve internationales, puisqu'évidemment, il n'y a pas que les États-Unis qui pèsent sur la scène internationale aujourd'hui. La Chine s'en prend à la suprématie du dollar et appelle les États-Unis à affronter le problème de leur dette structurelle. Réagissant à la dégradation de la note souveraine des États-Unis, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a publié un commentaire très incisif. En tant que premier créancier de la superpuissance américaine, Pékin s'estime en droit d'avoir des exigences envers Washington. La Chine voudrait avant tout s'assurer de la sécurité des actifs chinois en dollars et s'inquiète à propos de la valeur des bons du Trésor américain. La Chine réclame une nouvelle monnaie de réserve mondiale plus stable et plus sûre pour éviter une catastrophe causée par un seul pays. Se référant à la crise autour du relèvement du plafond de la dette américaine, Pékin estime que Washington laisse sa politique intérieure prendre en otage l'économie mondiale. La Chine a d'ailleurs créé son yuan digital, qui est déjà utilisé par plus de 260 millions de personnes. Il y a déjà eu plus de 14 milliards de dollars de transactions effectuées. Et ce yuan digital va être imposé de plus en plus dans les relations commerciales, non seulement en Chine, mais également avec d'autres pays du monde. La monnaie numérique, une course dans laquelle la Chine est un leader mondial. Le pays a lancé l'an dernier la version numérique de sa monnaie physique, le renminbi. Le renminbi numérique est géré et distribué par la Banque centrale chinoise aux banques publiques et aux fournisseurs de paiement en ligne tels que WeChat et Alipay. Les analystes et les experts ont affirmé que son utilisation pourrait changer la donne dans l'industrie financière mondiale. Avec l'argent numérique de la Banque centrale, cela peut en fait réinventer la façon dont les affaires modernes sont faites. Il changera sur les emprunts et les prêts par l'intermédiaire du système bancaire. Cela changera la façon dont les capitaux circulent à l'intérieur du pays et de l'autre côté de la frontière. Cela changera également la façon d'effectuer la transaction commerciale. Alors on sait déjà que la Chine et la Russie commencent à faire des transactions ensemble dans leurs monnaies respectives, puisque la Russie a été évincée du système SWIFT, ce qui veut dire que maintenant la Russie et la Chine ont établi leur propre système de transactions internationales, et donc on va voir que beaucoup d'autres pays vont progressivement se rattacher
ce système de paiement, la Banque centrale russe a déclaré que beaucoup de pays utilisent ce système de paiement. La liste n'est pas publique, mais on peut penser que tous les pays qui vont faire du commerce avec la Russie et la Chine vont participer à ce réseau. Alors on sait qu'à long terme, l'ambition du gouvernement chinois est que le yuan remplace le dollar. On ne sait pas si cela va arriver parce que beaucoup de gens craignent également que le gouvernement chinois confisque leur avoir, tout comme le gouvernement américain confisque l'avoir des gens qui utilisent le dollar. Donc ça reste à voir si cette vision va se réaliser, mais on sait que cette idée fait son petit bonhomme de chemin et va prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Par exemple, même l'Arabie Saoudite, qui est historiquement l'allié numéro 1 des États-Unis dans la zone du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite suivait à la lettre les diktats des hommes politiques américains, mais même l'Arabie Saoudite commence à s'éloigner des États-Unis, se rapprocher de la Chine et réfléchit même à l'idée de vendre son pétrole en yuan aux Chinois, alors que jusqu'à maintenant, l'Arabie Saoudite était un des fleurons du pétrodollar. Plus qu'une simple guerre, le conflit en Ukraine pourrait signer l'acte de naissance d'un nouvel ordre mondial. La Chine et l'Arabie Saoudite prévoient d'établir des contrats pétroliers libellés en devises chinoises pour ainsi s'émanciper de l'exorbitant privilège du dollar. Les sanctions économiques à l'encontre de la Russie semblent accélérer le mouvement chez les économies émergentes. Cette dynamique ne date pas d'hier, mais elle prend une dimension nouvelle avec la guerre en Ukraine qui trace une ligne de fracture entre les pays occidentaux et les pays émergents. Car même s'ils n'approuvent pas l'opération militaire russe, les pays émergents rechignent à s'aligner sur la position de l'Occident. La Chine, première économie mondiale durant plusieurs siècles, semble se positionner durablement sur le nouvel échiquier mondial naissant et ainsi reprendre sa place historique. Avec la signature d'un méga contrat gazier avec la Russie d'un côté et le rapprochement économique avec l'Arabie Saoudite d'un autre, l'empire du milieu attire regards et investissements vers l'Est. S'ajoute à cela une distension historique des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, Joe Biden ayant enclenché un refroidissement des relations entre Washington et la monarchie arabe. Pour rappel, la première visite à l'étranger du président Trump s'était faite à Riyad, alors que le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne s'est toujours pas rendu dans la monarchie arabe. Le choc frontal entre la Russie et l'Occident d'un côté, la montée en puissance économique de la Chine et la mise sur le devant de la scène des pays producteurs d'hydrocarbures pourraient offrir une marge de manœuvre sans précédent aux pays du Sud. Donc si l'Arabie Saoudite rompt avec cette idée du pétrodollar, cela va peut-être créer un effet de domino et beaucoup d'autres pays vont peut-être suivre la tendance. Le pays possédant la plus grande réserve pétrolière au monde publie désormais ses prix du brut en yuan. Le Venezuela explique ce changement pour s'affranchir de ce qu'il appelle la tyrannie du dollar. On sait également que la Russie aussi de son côté se plaint de longue date de l'attitude dominante des États-Unis non seulement en Europe mais dans le reste du monde. Et donc on sait que la Russie se dédollarise depuis très longtemps. La Russie a réduit ses réserves qu'elles avaient de dollars pour augmenter ses réserves en euros, ses réserves en yuan et surtout ses réserves en or. Pour en revenir au fait que le dollar est devenu une arme, la menace que la Russie n'arrive pas à honorer ses obligations, c'est-à-dire les obligations qui sont dénominées en dollars et que beaucoup de pays s'attendent à recevoir des paiements de la Russie en dollars. Eh bien, même si la Russie faisait faillite sur ces obligations-là, beaucoup de pays du monde verraient que c'est une faillite qui a été orchestrée puisque les avoirs ont été confisqués par l'État qui émettait ces dollars. Donc ce n'est pas réellement une vraie faillite, c'est une faillite orchestrée. Donc pour beaucoup de pays du monde, cela quand même fait poser beaucoup de questions et donc beaucoup de pays accélèrent la tendance de la dédollarisation. Par exemple, je vais citer l'exemple en Israël, le gouvernement, la Banque centrale israélienne réduit ses réserves en dollars américains et en euros, et elle augmente ses réserves en dollars australiens, en dollars canadiens et en yens japonais par exemple. Le Brésil également, en 2013 déjà, le Brésil établissait un accord avec la Chine pour que le commerce qui est fait entre la Chine
et le Brésil s'effectuent dans la monnaie chinoise. On parlait plus tôt dans la vidéo des sanctions contre l'Iran. En 2019, l'Union européenne avait créé un système de paiement qui s'appelait Instex et qui permettait de faciliter les paiements non US dollars, non SWIFT, donc un système qui était mis en place pour contourner les sanctions contre l'Iran. C'est une initiative de 3 membres de l'Union européenne qui appelle évidemment d'autres pays comme la Chine ou la Russie à participer à cette manière de contourner les sanctions américaines. En Inde, en mars 2022, donc juste quand la crise ukrainienne a éclaté, le gouvernement indien et le gouvernement russe ont établi un accord pour effectuer du commerce en roupies et en roubles. Depuis 2018, le gouvernement chinois achète du pétrole iranien avec des yuans. Un pacte de coopération stratégique sur 25 ans, c'est ce que viennent de signer la Chine et l'Iran. L'accord, en préparation depuis plusieurs années, a été officialisé ce samedi lors de la visite à Téhéran du chef de la diplomatie chinoise. Les détails du pacte n'ont pas encore été rendus publics, mais un avant-projet évoquait 400 milliards de dollars d'investissements chinois dans des domaines nombreux et variés, banques, télécommunications, transports, sur les 25 prochaines années. En 2011 déjà, et donc il y a plus de 10 ans, le Japon avait établi des accords avec la Chine pour établir du commerce dans leurs monnaies respectives. Et au jour d'aujourd'hui, le commerce entre le Japon et la Chine s'élève à plus de 300 milliards de dollars américains. Et enfin, comme on l'a évoqué, l'Arabie Saoudite réfléchit à vendre son pétrole en yuan aux Chinois. Donc non seulement le pétrodollar perd un peu de son attrait, mais on voit également que beaucoup d'acteurs internationaux se tournent de plus en plus vers l'or, comme la Russie qui est connue pour avoir des réserves en or qui sont très importantes, mais beaucoup de pays se rendent compte que l'or a de la valeur, et donc y aura-t-il peut-être le retour en grâce de l'étalon or à l'avenir? C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Ce n'est pas du tout un secret que le système monétaire actuel comporte beaucoup de défauts, et d'ailleurs qui est pour certains qui est à l'origine de beaucoup des crises que nous connaissons. La monnaie fiat, comme on l'appelle, n'est pas du tout adossée à l'or, ce qui veut dire que la Réserve fédérale américaine et que la Banque centrale européenne peuvent imprimer autant de billets qu'ils veulent. Ils peuvent faire, comme on dit, tourner la planche à billets lorsqu'il y a des crises, pour injecter massivement de liquidités dans l'économie pour espérer réparer les problèmes qui s'y trouvent. Alors on sait bien que cela crée des problèmes majeurs. Maintenant, après la crise du coronavirus, la Réserve fédérale américaine a imprimé plus de 40% des billets américains qui sont en circulation aujourd'hui ont été imprimés au cours des 2 dernières années. Donc cela maintenant a pour conséquence une inflation énorme, une inflation record depuis 40 ans. Donc maintenant la Banque centrale est obligée d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui va peut-être faire chuter l'économie dans une récession. Donc on voit bien que ce système monétaire fiat ne tient pas la route. Et beaucoup de pays à l'étranger voient ce que fait la Réserve fédérale américaine, ils voient ce que fait la Banque centrale européenne et ça les inquiète. Et c'est pourquoi beaucoup de pays, la Russie en premier, cherchent peut-être à réimposer l'étalon or. Déjà à l'époque, un homme politique de Malaisie, le président, le Premier ministre, disait déjà qu'il fallait un retour à l'étalon or. En réaction aux sanctions occidentales contre son pays, Vladimir Poutine, il y a quelque temps, a annoncé que le rouble serait adossé à l'or jusqu'à fin juin. C'est la première fois depuis 1999 qu'un pays adosse sa monnaie à l'or, depuis que la Suisse avait arrêté de le faire. Donc c'est quand même quelque chose d'important, un fait marqueur dans l'histoire monétaire mondiale. Et d'ailleurs, on sait également que les réserves d'or des banques centrales sont au plus haut depuis 30 ans. La demande mondiale d'or a augmenté de 7% en glissement annuel au premier trimestre. Les données montrent aussi que plus de 10 banques centrales ont acheté près de 150 tonnes d'or, une hausse de 68% par rapport à l'an dernier. Les achats d'or dans le monde au cours des 4 derniers trimestres ont atteint plus de 700 tonnes, un pic historique. Donc beaucoup de banques centrales voient venir la tendance, commencent à stocker de l'or, parce qu'il se peut que nous entrons dans une ère également où les matières premières reprennent énormément d'importance. Au cours des 20 dernières années, on était dans des économies financiarisées où la finance dominait le monde. Cette entreprise a besoin d'argent, de financement. Elle a pour cela 2 choix. Les banques, à qui elle peut emprunter directement de l'argent, et les marchés, auxquels elle peut vendre soit des obligations, soit des actions, qui sont des titres de propriété de l'entreprise. Ces dernières années, cette méthode est devenue très courante dans les grandes entreprises qui assurent ainsi une part de plus en plus importante de leur financement. En France, cette part est passée de 28% en 1979 à 57% en 2009. Plus une entreprise va émettre des actions, plus elle sera dépendante des marchés et incitée à verser des dividendes. Pendant 30 ans, les dividendes versés ici en rouge ont logiquement suivi l'évolution de la rentabilité de l'entreprise, représentée ici en blanc par l'excédent brut d'exploitation. Mais
depuis 1993, on observe un décrochage en faveur des dividendes. Cela témoigne de la croissance de la financiarisation. Cet écart, qui explose depuis les années 2000, pénalise l'investissement et donc leur développement futur. Par ailleurs, lorsqu'une crise survient, pressées par les marchés de maintenir la rentabilité, les entreprises n'ont d'autre solution que de réduire leurs coûts. Au premier rang desquels, la masse salariale, qui sert bien souvent de variable d'ajustement pour maintenir le niveau des dividendes reversés aux actionnaires. Mais là, on voit depuis les sanctions que les matières premières ont une importance majeure. Enfin, on l'a toujours su, mais là, on reprend conscience de ce fait. Et on sait que la Russie est un gros exportateur de matières premières, de blé, de fertilisants, du gaz également. La Russie sous une pluie de sanctions avec des répercussions aussi chez les artisans français. Le prix des matières premières flambe, notamment le bois. Conséquence des restrictions sur les importations russes, le prix du bois ne cesse de grimper. Du coup, pour le patron de Cinéco Charpente, c'est toute une relation commerciale à revoir. Le commerce de Sunday Aluok est mêlé aux effets du conflit russo-ukrainien. Le Rolex est un snack de rue populaire en Ouganda, fabriqué à partir de farine de blé, d'huile de cuisson et roulé dans des œufs et des légumes. Nous réalisons très peu de bénéfices en ce moment. Avec les prix des produits essentiels comme l'huile de cuisson et le blé qui ont atteint un niveau record, la fabrication d'un des aliments des rues les plus populaires comme le Rolex est devenue plus coûteuse. Les pâtes, la semoule, l'huile et tous les dérivés du blé sont désormais interdits à l'exportation en Algérie. La décision des autorités algériennes d'interdire l'exportation de tous les produits de consommation importés par le pays intervient dans un contexte global marqué par des pénuries répétitives sur plusieurs produits de consommation suite à la crise russo-ukrainienne. Donc, évidemment, beaucoup de pays tiennent compte de cela et c'est pourquoi beaucoup de pays émergents maintiennent des relations avec la Russie parce qu'ils ont besoin de ces matières premières pour développer leurs propres économies. Ils ne vont pas mettre à dos un pays qui est un énorme exportateur de matières premières alors qu'ils en ont besoin pour se développer. Cela n'aurait aucun sens et donc on est dans une ère où les matières premières vont reprendre une importance majeure dans les relations économiques, politiques et diplomatiques mondiales. Donc on peut se demander si on va rentrer dans une nouvelle guerre froide où il y aura d'un côté un bloc occidental qui est composé de l'Europe, des États-Unis, du Japon, de l'Australie, pour schématiser. De l'autre côté, un monde des pays émergents. Le leader sera quand même la Chine, avec comme puissance secondaire la Russie, et l'Inde également qui va être là, mais des pays qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu en ayant des relations soit uniquement avec une des superpuissances, soit avec les deux en même temps, pour essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Donc on revient un peu à une situation comme on a eu pendant la guerre froide, où des superpuissances vont se confronter via des zones tierces, ils ne vont pas se confronter directement. Et donc on peut se demander quelles seront les conséquences sur la bourse. Eh bien, évidemment, on ne sait pas. Dans un premier temps, on sait quand même que les États-Unis et l'Europe vont rester des places privilégiées pour les investissements boursiers, parce qu'il y a quand même un cadre législatif favorable. Historiquement, on sait que ces pays sont très accueillants pour les capitaux étrangers. Donc cette situation ne va pas changer à court terme. Beaucoup d'investisseurs ont quand même peur, dans l'immédiat et à court moyen terme, d'investir dans beaucoup de pays émergents parce que les cadres législatifs, contrairement aux pays occidentaux, n'est pas forcément favorable. On sait que la Chine peut prendre des décisions politiques défavorables du jour au lendemain, ce qui peut ruiner des investisseurs. Donc pour l'instant, les pays occidentaux vont rester des places attractives. Donc pour ceux qui ont des ETF S&P 500 ou des ETF World, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Cette nouvelle guerre froide ne va pas forcément impacter les investissements existants que vous avez, mais il faut garder un œil sur les évolutions à moyen terme pour voir si par exemple les entreprises qui étaient hyper mondialisées vont continuer à effectuer du business dans le monde entier ou si elles vont se retirer de certaines zones, comme on voit les entreprises qui se retirent de Russie. Demain, vont-elles se retirer de Chine, vont-elles se retirer d'Inde? Les spectateurs en Russie ne pourront pas voir le nouveau Batman. Ils ne pourront pas non plus voir le prochain long métrage du studio Pixar, Turning Red. Les deux films ont été retirés du marché russe en réponse au conflit en Ukraine. Les studios d'Hollywood ont rejoint la liste croissante des entreprises occidentales qui participent aux sanctions contre la Russie et se retirent du marché russe. Boeing a annoncé cette semaine la suspension de ses services aux compagnies aériennes russes. Ford arrête ses affaires en Russie et Harley-Davidson n'y expédiera plus ses motos. C'est une décision difficile, principalement pour l'industrie pétrolière et gazière qui a des investissements importants en Russie. Mais les entreprises énergétiques se retirent aussi. Les entreprises énergétiques européennes, qui dépendent davantage de la Russie,
subiront des pertes encore plus importantes si elles se retirent. Si ces pays ont des politiques qui ne plaisent pas aux pays occidentaux, donc on voit que maintenant la politique et l'économie reviennent ensemble, il y a un retour du politique et de l'économique. Avant, les deux étaient quand même un peu séparés, on peut dire, c'est-à-dire les entreprises faisaient du business avec les pays du monde entier, peu importe les politiques qui étaient mises en place. On sait très bien que Nike faisait faire ses chaussures par des enfants, voilà, au Bangladesh, hein, c'est un fait qui était connu et avéré, ça ne dérangeait personne, à part les consommateurs qui s'en plaignaient, mais tout le monde achetait quand même. Aujourd'hui, on voit que des entreprises se retirent d'un pays comme la Russie, qui a une politique étrangère avec laquelle ils sont en désaccord. Donc peut-être que les entreprises vont se politiser de plus en plus, et cela pourra avoir un effet sur leurs revenus, sur leurs profits, et donc pour les investisseurs également. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment investir cette année avec tous ces phénomènes qui se mettent en place, regardez ma vidéo sur les conseils de BlackRock pour investir en bourse en 2022. Vous allez en savoir un petit peu plus sur l'approche à adopter dans ce contexte compliqué.